Mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Quand je pense que lors du CES 2024, il y a des gens qui ont dit de toute façon, Sony va arrêter l'OLED pour se consacrer exclusivement au mini LED. C'est cela, oui. Deuxième test de téléviseur OLED, donc QD OLED pour celui-ci sur la chaîne YouTube PP World. Bonjour, bienvenue. Je suis super heureux parce que en plus c'est le dernier test de la saison, donc de cette partie du semestre avant d'attaquer l'été, pendant lequel vous allez avoir d'autres contenus. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour le test du téléviseur Sony Bravia 8 2, ce qu'on appelle le Mark II. Faites gaffe parce que, histoire de tromper l'ennemi, Sony a deux Bravia 8. Il y a le Bravia 8 classique qui est donc le modèle OLED et Bravia 8 2, donc Mark II, qui est le modèle QD OLED en test dans cette vidéo. Alors le voici, le voilà, il a été présenté en février 2025 à Tokyo. Vous avez une vidéo sur la chaîne de présentation du produit. Il faut savoir qu'il se pointe avec des gros concurrents en face. Il y a le LG G5 et notamment le Samsung S95F qui a la même dalle que celui-ci. Donc c'est le fight complet. Donc dans cette vidéo, descriptif du produit. Qui es-tu? Pourquoi? Est-ce que tu es super différent du précédent chez Sony ou pas du tout? Après, bien sûr, mes essais sur le terrain. Après, les essais sur le terrain de Sylvain avec les mesures et tout, vous allez tout savoir. Est-ce que ça casse la baraque comme le LG G5 ou bien comme le Samsung S95F ou bien est-ce qu'il est plus sage? On ne sait pas encore. Après, il y aura les plus et les moins. Une petite conclusion pour que ça soit bien. Sachez un truc important, mes vidéos sont chapitrées. Je le mets dans le titre, souvent 4K chapitré. Si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, vous avez un descriptif qui apparaît juste sous moi, la description, dans lequel vous avez les chapitres avec le timing, donc c'est libellé. Si vous voulez aller voir Sylvain tout de suite et pas me regarder, bah allez voir Sylvain. Allez voir Sylvain, vous aurez les plus et les moins. Tout est libellé comme ça si vous souhaitez gagner du temps, il n'y a pas de problème, sachant que mes vidéos c'est souvent des courts-métrages, surtout les vidéos du week-end où en général je me lâche carrément parce qu'on est entre nous, parce que je suis chez moi et que c'est moi qui ai les clés tout simplement. Donc c'est parti, on va aller à la découverte de ma petite tablette qui est ici, la découverte du modèle Sony QD OLED Bravia 8 Mark II, donc le 2. Pas l'autre, hein. Il n'est pas QD OLED. Oh là là, Sony, on comprend rien du tout. On dirait TCL. L'avantage des vidéos non sponsorisées, c'est qu'on peut y aller. Hein. Voilà. Poup. On attaque avec la gamme. La gamme, ça va être rapide, hein. Le chapitre sur la gamme. Il n'y a que deux diagonales. Je sais, vous auriez aimé qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Il y a 55 pouces, 65 pouces pour le Bravia 8 Mark II. Alors, les tarifs, alors les prix sont libres en France. Hein. C'est à vous d'essayer de trouver le meilleur tarif possible. Voilà, ce sont des prix quand même élevés, mais sachant que c'est du QD OLED, donc c'est le haut de gamme de l'OLED, si je puis dire. On a affaire donc à la même dalle, 55-65, c'est la même dalle. Il n'y a pas des choses différentes entre un modèle et l'autre. Il ne manquerait plus que ça quand même. Hein. Vive la jungle! Le design, accrochez-vous bien, il est super fin, 3,4 cm d'épaisseur, tout simplement parce que dedans, vous verrez tout à l'heure qu'il n'a pas de haut-parleur traditionnel, il a une dalle acoustique Surface, avec donc des retours haptiques et autres. Alors attention sur un point, pour le design, tenez-vous bien, il y a un trick quand même. Hein. Les pieds, deux hauteurs différentes, 1,8 cm ou bien 7 cm, donc pour relever, pour mettre une barre de son, là, c'est génial. Par contre, regardez où sont les pieds, regardez où ils sont. Il faut donc un meuble qui est la largeur du téléviseur, sinon les pieds sont carrément dans le vide. Hein. Totoro, je le prends sur la tête. Hein. Donc attention, si vous voulez acheter ce produit, il n'y a pas de pied central. Par contre, on peut l'accrocher. Fixation VESA en 300 par 300, mais globalement, le problème, c'est les pieds qui sont fixes, si je puis dire, excentrés, et pas de possibilité d'avoir bien sûr un pied rotatif qui permettrait de bouger le téléviseur. Bon, ça, c'est une partie des choses, à vous de voir. C'est de l'esthétique, ça. Hein. Concernant la conception, il y a beaucoup de matériaux recyclés qui sont embarqués à bord. Je vais faire mon méchant, je suis là pour ça. Il faut savoir quand même que bien sûr, 3,5 cm d'épaisseur, c'est pas beaucoup pour un téléviseur. Par contre, en face, il y a un concurrent, un gros concurrent, c'est le Samsung S95F qui est QD OLED comme celui-ci et qui fait 1,1 cm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que le Samsung a un boîtier externe, ce que n'a pas Sony. LG a un boîtier externe, mais sur des modèles qui coûtent une blinde. Donc voilà, donc là on met tout à l'intérieur, y compris l'audio, l'électronique, tout est dedans. Go, regardez comme c'est beau. Ça c'est la dalle QD OLED grossie 30 fois, 60 fois. C'est Sylvain qui fait ça, c'est génial. Donc c'est une dalle QD OLED. On rappelle comment fonctionne l'OLED par rapport au LCD. Le LCD, donc LCD mini LED, hop, zone d'émission ici avec un rétroéclairage, une lumière ici. Tandis que là, il n'y a pas besoin de rétroéclairage avec l'OLED ou le QD OLED puisque l'émission se fait avec des diodes organiques. Incroyable. Et voici justement le QD OLED. Le QD OLED, c'est tout simple. Hein. Regardez, une zone d'émission, elle est bleue. Il y a ce qu'on appelle des quantum dots, des QD qui sont ici. Donc le bleu est transformé, je résume, hein, transformé en rouge, en vert ou bien bleu-bleu tout simplement. Et l'idée de base, c'est d'avoir le plus grand spectre colorimétrique possible puisqu'en effet, on a l'avantage de l'OLED plus
ces filtres de couleur, on va appeler ça comme ça, filtres de couleur, qui subliment la colorimétrie. Alors il faut savoir que techniquement sur le papier et même dans la vie, il y a beaucoup de lumière, ça peut avoir beaucoup de luminosité, mais attention, ils ne sont pas les seuls, hein. De l'autre côté, il y a LG avec le LG G5 et sa dalle tandem RVB qui a battu justement le Samsung S95F. Donc on peut dire que les deux systèmes se tirent la bouffe, les deux systèmes se tirent la bourre, mais ça reste le monde de l'OLED, hein. OLED ou QD-OLED, c'est de l'OLED. Le QD-OLED, je sais pas, je le dis à chaque fois, bon bref, le QD-OLED a comme avantage d'avoir un angle de vision très très large. Pourquoi? Parce que le sandwich est court. Le sandwich, c'est le nombre de couches pour fabriquer une image. Il y a plus de choses dans ce sandwich-là que dans l'autre. Voilà, il y a la grille, il y a plein de trucs. Donc, du coup, on se dit, on va réduire ça. Ce qui fait que quand on est ici, l'image est carrément collée. C'est-à-dire qu'elle est fabriquée carrément ici, en frontale. Donc, on est sur le côté, on a un angle de vision qui est maximal, mieux que l'OLED, techniquement. Donc, on résume. Le QD-OLED, un angle de vision qui est très très large, un espace colorimétrique qui est très couvert en raison de la présence des quantum dots, rouge, vert, bleu, et en même temps, une très belle luminosité, qui est également le cas du tandem RVB de LG qui a été créé pour le contrer. Je le répète à chaque fois, dans chacune de mes vidéos, derrière une dalle OLED, une dalle QD-OLED ou une dalle LCD mini LED, il y a un cerveau. Et dans le cas de Sony, c'est là que ça fait fort. Ça fait des années que Sony a le XR processeur, un processeur cognitif qui a été créé pour penser comme nous, c'est-à-dire qu'il voit comme nous, il réfléchit comme nous, donc il a les mêmes spots. Quand on regarde quelque chose, un paysage, notre œil va aller quelque part. Bah là, il essaie de travailler de la même façon, il essaie de nous imiter, le petit salopard. C'est donc le processeur neuronal de Sony, le XR, qui est à ma connaissance le même que sur les précédents. Il y a un truc que je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est que ce modèle, le Bravia 8 Mark II, c'est le successeur du A95L. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit dans l'intro, j'ai eu tort, hein, un produit que j'ai adoré, et donc celui-ci se pointe, et donc son successeur, version, on a essayé de faire mieux. Alors il faut savoir que le processeur XR de Sony travaille sur tous les points de l'image. Il travaille sur la netteté, l'upscale, donc la mise à l'échelle des sources qui ne sont pas 4K, il travaille sur la colorimétrie, donc avec le Triluminos, il travaille sur la profondeur de l'image, il travaille sur la fluidité avec un mode 24 images par seconde comme au cinéma, il travaille sur la gestion des HDR, puisque le téléviseur est HDR10, HDR, non pas 10+, raté. Le processeur est HDR10, il est Dolby Vision, donc il travaille sur ces deux types de HDR. Le HDR10+ n'est pas reconnu par le téléviseur, et il a un contraste booster. Voilà, ça a beau être de l'OLED, du QD-OLED, il faut booster quand même les choses pour avoir un noir le plus profond possible. Le processeur XR gère également ce qu'on appelle le tone mapping. Le HDR tone mapping, c'est tout simple. Regardez ça, c'est une image Dolby Vision, et il y a des zones claires et des zones sombres. Il n'y a aucune des deux zones qui sont défavorisées. Là, le clair est très net, mais il n'est pas brûlé, et le sombre continue à être vu de façon normale. Donc c'est l'idée du tone mapping. Si un tone mapping est défectueux, l'image peut sembler comme déséquilibrée. C'est-à-dire que le blanc va être trop vif, il va tout cramer, il va pas y avoir les détails à l'intérieur, on va perdre tous les détails du noir. L'idée c'est d'avoir le maximum de détails qui sont maintenus, que ce soit en zone sombre ou en zone claire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit paumé par le fait qu'il y a un grand battement de luminosité entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Je pense quand même, sans vouloir dévoiler les résultats de ce qui va se passer tout à l'heure, qu'on a affaire à peut-être le top 2 des meilleurs processeurs grand public qui existent au monde. Son concurrent, c'est Panasonic pour moi. C'est clair et je pense que vous le savez. C'est les deux qui se tirent la bourre au Japon sur les meilleurs systèmes de traitement d'image, et je dois avouer que c'est toujours bluffant dans un cas et dans l'autre. Vous verrez tout à l'heure dans les menus qu'il y a plusieurs façons de régler le téléviseur de façon manuelle ou bien automatique, avec des modes tels que le mode, non pas filmmaker parce qu'il n'est pas à bord, il y a des modes cinéma, professionnel, mode jeu, et il y a également ce qu'on appelle Netflix Calibrated ainsi que Amazon Calibrated, c'est-à-dire qu'il y a des modes qui reconnaissent le signal Netflix, qui reconnaissent le signal Amazon et qui se calent pour avoir la meilleure fidélité possible à ce qui est mis en ligne sur Netflix ou Amazon. À discrétion de ce que vous en pensez, hein, après par rapport à ça. Et on verra ça dans les menus tout à l'heure. Boum boum boum, on va parler de l'audio. Sachez que chez Sony, c'est pas commun ce qui se passe avec leurs téléviseurs OLED et QD-OLED, puisque la plupart des fabricants, voire tous, hein, ont tout simplement des haut-parleurs. Donc des haut-parleurs classiques que l'on place, on essaie de les faire le plus fin possible pour pas que le téléviseur fasse ça aussi. Donc là c'est différent, c'est la dalle qui vibre, ce qu'on appelle acoustic surface. C'est le téléviseur qui se met à vibrer avec des moteurs haptiques, donc des retours haptiques qui font vibrer la dalle. C'est tout simple, on fait vibrer l'air, hein. Donc là dans le cas présent, il y a 2 x 10 watts et 2 x 15 watts avec des subwoofers intégrés. C'est-à-dire qu'en effet, on fait vibrer l'air pour avoir le son qui sort carrément de la dalle. C'est important parce que, imaginez, voilà, je me mets comme ça, vous êtes au cinéma. Au cinéma, dans le cas où vous ne le sauriez pas, les haut-parleurs sont placés derrière la toile. Regardez, ça c'est le Grand Rex. Derrière la toile, vous avez les haut-parleurs, ce qui permet d'avoir un sacré réalisme puisque le son sort carrément de l'image.
Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc en effet, ils utilisent cette technique pour avoir le son le plus précis possible. Et dans le cas présent, le téléviseur est compatible Dolby Atmos ainsi qu'avec les DTS, DTS X et tous les DTS. Pourquoi? Parce que le produit est compatible IMAX. Donc du moment qu'il y a de l'IMAX sur un téléviseur, il y a également du DTS. DTS va avec IMAX. En plus, si vous avez une barre de son Sony qui est compatible Acoustic Center, vous pouvez placer la barre de son ici. Le téléviseur va faire les dialogues et la barre de son va faire le reste. Ce qui permet vraiment de garder les dialogues qui sortent carrément de l'écran. Comme au cinéma. C'est le but quand même, hein, Sony Pictures, c'est chez eux. Vous êtes gamer, ça tombe bien. Sachez que le téléviseur est compatible 120 Hz maximum. Hein. Il y a une vogue actuellement des téléviseurs qui permettent de travailler en gaming avec des PC jusqu'à 144 voire 165 Hz. Eux, ils s'arrêtent à 120 Hz. Ils ont la PlayStation 5 hein, qui est 120 Hz. Ils n'ont pas eux raison a priori d'aller plus loin, mais on peut quand même donner la possibilité aux autres personnes qui veulent bosser avec des PC d'aller en 144. Ça leur fait plaisir, même plus, qui sait. Alors le produit est compatible Dolby Vision 120 Hz, VRR, donc Variable Refresh Rate, c'est-à-dire l'image peut aller de 30 à 60 images par seconde et hop, il n'y a pas de saccade. ALLM, donc reconnaissance d'un signal qui est gaming par rapport à un signal qui est cinéma, par exemple, pas de problème là-dessus. Attention, pour avoir la meilleure expérience gaming avec la plus faible latence, il faut aller dans un menu, le menu de la gestion des HDMI et débrayer, c'est-à-dire ouvrir les ports HDMI au VRR, ALLM, 120 images par seconde, sinon c'est bridé. Sony oblige, il y a le mode PS Remote Play qui permet de contrôler la PlayStation à distance. Il y a le double lucarne possible, regardez à l'image, on peut avoir deux lucarnes pour faire du gaming si on le souhaite. Et la barre de gestion gaming est toujours très bien. Moi, j'ai toujours adoré la barre de gestion gaming sur les produits Sony. La connectique chez Sony, 4 ports HDMI, dont 2 sont HDMI 2.1. Les deux autres sont HDMI plus classiques, 60 images par seconde. Le truc ennuyeux avec tout ça, c'est qu'il y a donc deux vitesses différentes. Il y a des téléviseurs qui ont 4 ports HDMI 2.1 plein pot et des modèles qui n'en ont que 2. Voilà, ça fait des familles différentes. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a que les deux coréens, donc LG et Samsung, qui ont des ports HDMI 2.1 x 4. Les autres, c'est 2 uniquement et les autres en 100 images par seconde. Voilà. Alors, on va faire un tuto maintenant dans les menus. Je vais mettre un petit peu de musique. Vous allez voir tous les réglages dans les menus. Il y a tout ce qu'il faut hein, pour régler. Et bien sûr, les modes automatiques sont là pour prendre le relais s'il y a un problème. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'il n'y a pas de mode filmmaker dans le menu puisque Sony dit, nous, on est déjà Sony Pictures. On a nos propres œuvres. On n'a pas besoin du mode filmmaker. On a le mode cinéma qui est le nôtre, donc Sony Pictures. Et un mode professionnel pour ajuster et plein d'autres choses. Vous verrez, le menu est très riche. On y va. Petite musique, on va faire un tour dans les menus. Comme ça, vous verrez tout ce qu'on peut faire. Vous verrez, c'est bien. En plus, tout est indiqué. Quand vous appuyez sur un bouton, on vous dit « Faites pas ci, ça va faire ça. » Tout est marqué en français en plus, pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Allez-y, mollo, hein!
meets chance. La petite rubrique que j'aime bien, la rubrique en vrac, je vous dis des petits trucs comme ça en plus. Wi-Fi 6, le Bluetooth en version 5.3, il y a AirPlay 2 à bord, Google Casque, Sony Picture Core, vous savez, le système de streaming Sony qui est disponible avec les téléviseurs Sony. Alors avec celui-ci, c'est quand même un haut de gamme, on a le droit à 10 films gratuits et 24 mois de streaming uniquement. Des films Sony Pictures, évidemment, hein, vous n'allez pas trouver autre chose dessus, donc 10 films gratuits. Il y a la calibration possible avec Coleman ainsi que Chromecast. C'est pas mal, il est très bien équipé le petit bestiau là quand même. Hein. Ça y est, c'est parti, voici le résultat de mes essais sur le terrain. J'ai passé comme toujours beaucoup de temps avec le téléviseur pour essayer de voir un petit peu sa personnalité, voir ce qu'il sait faire, les moments où il est un peu plus faillible et autres. Et je dois dire que là, j'ai quand même reconnu la patte Sony. Alors, on va distinguer deux choses. On va distinguer la dalle QD-OLED du traitement d'image. Parce que ce sont quand même deux trucs différents, c'est-à-dire que les fabricants peuvent acheter une dalle à un fabricant X, Y, Z et dire voilà, nous on prend la dalle de monsieur machin, dans le cas présent c'est le QD-OLED de Samsung, et après libre à Sony de faire ce qu'ils veulent avec la dalle qu'ils ont achetée. Et dans le cas présent, il est vrai que, peut-être que Sylvain vous le dira tout à l'heure, je pense que le téléviseur n'est pas le plus lumineux du marché. C'est-à-dire qu'il a la dalle qui a permis justement au S95F d'être super lumineux, mais je pense que l'idée pour eux, c'est de rester dans les clous et de permettre un truc qui n'en ferait pas trop. Ça reste du secteur professionnel, comme on va parler justement dans cette conclusion un peu technique avec ce que j'ai vécu. C'est-à-dire ce que moi j'ai vu sur ce téléviseur, c'est en premier, encore une fois. Vous allez dire que j'en refais des caisses. Oui, j'en refais des caisses. C'est la qualité du traitement vidéo. Je vais avoir des mots peut-être un petit peu vulgaires. Quand vous le foutez en route et vous voyez l'image de démo du début, vous dites ok, là il va se passer quelque chose. Parce que j'ai beau tester les téléviseurs de tous les côtés, vous savez, j'adore ça, c'est mon kiff. J'adore les images, le son, ça c'est mon métier. Et il est vrai, quand je l'ai foutu en route encore, et c'est pas le premier Sony que je teste, hein, j'ai fait le Bravia 8 avant, j'en ai fait d'autres, le A95L, le Bravia 9, qui est pour moi une véritable merveille. Quand je le fous en route, j'ai envie de dire vulgairement, putain de traitement vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se pointe le truc et il vous donne un côté hyper maîtrisé, un côté moniteur professionnel, un côté nickel, non pas nettoyé, mais maîtrisé. C'est-à-dire qu'on sent que le truc, il bosse et il fait pas n'importe quoi. Et c'est peut-être pour ça, je pense que le téléviseur, à mon avis, est modéré au niveau de sa luminosité. Vous regardez derrière moi, il en fout pas de tous les côtés, il crache pas de partout, il est pas, à mon avis, il y a pas 2600 candela par mètre carré, il est resté dans les clous. Il y a un équilibre avec Sony, ils sont quand même dans la continuité de ce qu'ils font avec Sony Pictures, c'est-à-dire en effet, avec l'étalonnage directement fait à Los Angeles avec Sony. Et je pense que ce téléviseur, quand vous voyez les images derrière, ça vous donne peut-être rien, mais moi je suis devant, la précision, le détail, la colorimétrie, le rendu du noir, bon sang, le rendu du noir. Pendant que je parle, vous voyez la fameuse mire Star Wars. Vous savez, j'adore travailler sur les téléviseurs qui sont LCD, mini LED, comme justement le Bravia 9, ou bien les modèles TCL, les modèles Hisense, qui sont d'excellents produits. Il y a des trucs géniaux, mais quand on fout justement du noir à diffuser sur ce type de produit, donc le QD OLED ou l'OLED, oh là là, c'est à chaque fois, je me dis, à chaque fois, je me dis, mais bon sang, le rendu du noir, l'uniformité du noir et de la colorimétrie, là, regardez, c'est du QD OLED. Hein. Donc, ça donne quelque chose qui est extrêmement vif au niveau des couleurs et extrêmement profond au niveau du noir. On a cette complémentarité entre ce qui est sombre, mais vraiment sombre, et en même temps, cette dynamique. Regardez les couleurs derrière, ça vous pète à la gueule. Le QD OLED, je suis vulgaire, vous pète à la gueule. Et regardez un peu le truc, là, c'est peut-être vous qui voyez sur votre système et autres, mais moi, je suis devant. Ça vous pète littéralement à la gueule. Et ce que moi j'ai retenu en premier, encore à nouveau, je me répète, c'est la qualité du traitement vidéo. Il y a une touche Sony dans le traitement vidéo sur la précision, sur la profondeur, sur la gestion de la netteté, la gestion de l'image. Par moment, on a l'impression que c'est de la 3D. C'est-à-dire que là, je suis devant. En effet, on voit, parce que ça c'est du Dolby Vision, je vois la présence justement des parties qui sont donc claires, qui sont ici par rapport à ce qui est sombre, mais le Dolby Vision, il arrache, c'est-à-dire que je trouvais que le téléviseur s'en sortait vachement bien en HDR et HDR Dolby Vision, et qu'avec une image standard, il était un peu plus timoré, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il s'éclatait moins. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment été créé pour avoir quelque chose de très cinéma.
Vraiment de très cinéma, c'est pour ça qu'il y a la compatibilité avec IMAX Enhanced, qu'il y a le mode professionnel dessus, qu'il y a un mode cinéma. Sony n'a même pas mis de mode filmmaker, ils ont dit voilà, nous c'est le cinéma et on y va à fond. Ce que j'ai senti immédiatement, c'est l'aspect cinéma du produit, c'est la maîtrise du traitement vidéo, que les sources soient en effet du streaming, parce que j'ai passé également des films que j'avais achetés en streaming sur iTunes, donc en effet on peut dire que c'est pas le début du Blu-ray disc, c'était nickel, bien sûr quand on passe après à des Blu-ray disques avec des très hauts débits comme ça, à 105 mégas, parce qu'ils ont des Blu-ray disques de démo qui balancent des images pas possibles, on a une image à tomber par terre, et justement lui il tient vachement bien derrière, il ne crame pas, c'est-à-dire que le truc, pouvez-vous dire, quelquefois j'ai des doléances sur les produits qui ont beaucoup de lumière, qui quelquefois ont tendance à cramer un petit peu la luminosité. Là, je peux vous dire, je suis devant, je sais que ça c'est très lumineux par rapport à ça, il n'y a pas un pet de je te crame la gueule, ça reste parfaitement modéré et pourtant il y a des modes Dolby lumineux, machin truc qui peuvent pousser les choses, en plus donc aller vers des sortes de dérives, mais tout est géré, maîtrisé. Je vous fais un super panégyrique là, mais le produit m'a emballé, il m'a emballé parce qu'il reste parfaitement dans les clous du précédent, il doit rajouter un petit peu plus de lumière, mais qu'est-ce qu'il est beau à regarder. C'est ouf. Ça va vous paraître stupide ce que je vous dis, mais je sors du test du TCL C8K qui est une merveille. Le produit est sublime, il crache de la lumière et autres. Et quand j'ai foutu celui-ci en route après, j'ai reconnu la différence immédiate entre un LCD mini LED et ce produit-là. Même le Bravia 9 me donne des effets qui sont incroyables, mais je n'arrive pas à avoir cette profondeur du noir que je peux trouver ici et ce ratio de contraste. De dire, et ce ratio de contraste entre ce qui est sombre et ce qui est clair. La transition est dingue et sans un pet de rétroéclairage ni quoi que ce soit, puisqu'il n'y en a pas. Donc encore une fois, vous allez dire que je pousse sur le LED et le QD OLED. Bien sûr, il y a des imperfections, on va y venir. Mais bon sang, l'image de l'OLED, QD OLED dans le cas présent, enfin du QD OLED, elle est saisissante. Elle est saisissante avec Sony parce qu'ils savent travailler ça. Et c'est le traitement vidéo qui fait tout. C'est la façon dont ils gèrent ça avec le traitement vidéo qui font que c'est d'une précision, mais c'est chirurgical, absolument chirurgical. Et ça fait plaisir. C'est beau, voilà, je sais même pas quel mot employer parce que vous allez vous dire, ouais, il faut qu'on l'achète, c'est pas ça du tout. Ce que fait Sony avec l'OLED et le QD OLED, il y a quelque chose où ils peuvent gonfler la poitrine parce que c'est précis sans donner l'impression que ça va t'arracher les rétines. Ça va pas ça t'agresse pas. Ça reste vachement cinéma, vachement contrôlé. Je pense qu'il y a un contrôle réel du traitement vidéo sur la dalle QD OLED, qui est pourtant la même que le S95F, mais qui n'est pas du tout utilisée de la même façon, puisqu'elle est utilisée de façon plus timorée, on va dire qu'elle est moins exploitée à fond. Eux, ils travaillent différemment en disant on va avoir un équilibre. Et l'équilibre, c'est en effet le travail qu'ils font notamment sur le HDR et le HDR Dolby Vision, qui pour moi est excellent. On a ce côté où justement un point lumineux ou un lampadaire ou ce genre de choses-là sont absolument incroyables et ça ne brûle pas. Moi, ce que je vois, vous voyez bien sûr à l'image, c'est différent, c'est un smartphone. Mais tout ce que moi je vois, c'est que rien n'est cramé, rien n'est non naturel. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il se maintient vachement. Quel que soit le type d'image de bonne qualité, il arrive à tenir un truc qui est quand même haut. Il tient la dragée haute à la plupart des images balancées avec une classe immédiate, Alors, quelles que soient les couleurs, j'ai pas vu de solarisation, c'est-à-dire un effet de postérisation, c'est-à-dire un dégradé de couleurs mal fichu, j'ai jamais vu ça. J'ai aucun effet de postérisation, sinon je le verrai ici à 15 km. J'ai aucun effet de blooming sur ce qui est blanc, voilà, oh là là, c'est sublime. Il n'y a aucun effet de blooming, c'est-à-dire que ce qui est blanc n'est pas entouré d'un halo. Il n'y a rien de tout ça. C'est du QD OLED avec un angle de vision super large. C'est très dynamique, l'image est vraiment très dynamique, lumineuse, et vraiment, je vais arrêter là parce que vous allez dire que je pousse à la roue, qu'à chaque fois que vous me regardez, vous avez envie d'acheter le téléviseur. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, l'image elle est superbe. Pour certains, elle manquerait de luminosité parce que je pense qu'ils sont restés dans les clous de ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas poussés de façon dingue, parce qu'ils ne sont peut-être pas dans la surenchère de certaines marques qui aiment justement annoncer des gros chiffres, parce qu'il y a des marques qui adorent vous dire qu'elles font 3000 candela ou 2800 parce qu'elles estiment qu'en effet la course est là-dessus. Eux, je pense qu'ils ne sont pas dans la course. Du moins pas avec le QD OLED. Ils peuvent être dans la course sur le Bravia 9 parce que le Bravia 9 est un produit qui est mini LED sur lequel ils peuvent pousser de façon différente, c'est un rétroéclairage. Mais en OLED, QD OLED, ils ne sont pas dans la course à la lumière. Ils sont dans la course à une certaine tenue par rapport à un traitement vidéo qui est fait pour ça et qui donne une classe absolument dingue à l'image. Il n'y a rien de cramé là, rien du tout, c'est uniforme, il n'y a rien. C'est un régal. Mais c'est un régal. Donc j'essaie de vous trouver un point négatif. L'upscale est bien fait, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez des sources qui ne sont pas 4K, regardez les images à l'écran, ce que vous voyez déplacé, c'est une image Full HD qui est mise en 4K.
L'upscale est très très bon. Le traitement vidéo est le point fort du produit. Je reviens là-dessus, leur traitement XR, la cognitive qui prévoit les choses, qui upscale, c'est le point fort. Ils ont réussi à trouver un truc incroyable pour gérer la colorimétrie, donc le Triluminos. Le Triluminos, c'est l'idée de Sony de travailler la colorimétrie le plus proche du secteur professionnel. Je sais que Sony aime bien faire des démonstrations avec ce genre de téléviseur QD-OLED et un moniteur professionnel de chez eux qui coûte 35 ou 40 000 euros. Et moi, j'ai vu des démos de ce côté-là et je peux vous garantir que vous êtes là, vous dites... c'est du délire. La fidélité chromatique, à mon avis, est très bonne. Pas sur tous les modes, mais elle est très bonne globalement. Et en mode jeu, ça se passe pas mal également. Je trouvais que c'était rapide, que le mode gaming tournait pas mal avec une très belle fidélité chromatique. À sortie du carton, le mode donc cinéma et mode professionnel permet d'avoir d'excellents résultats. Faut faire attention au Dolby Vision lumineux parce qu'il peut être très lumineux et ça peut tout cramer. Il y a un mode Dolby Vision intensif qui nous en fout plein la gueule. C'est pas obligé, hein. C'est pas obligé. Si vous voulez pas connecter ça, déconnectez-moi ça parce que moi-même j'ai trouvé que ça poussait trop. Mais globalement, on peut parler d'un téléviseur QD OLED qui est dans les clous d'une certaine idée qu'a Sony du secteur professionnel. Se dire, en effet, on a créé un produit comme le Bravia 9, hein, qui pour moi avait des caractéristiques professionnelles. Celui-ci a des caractéristiques professionnelles. Tout simplement, c'est... Voilà, je vais arrêter là, parce que vous allez dire, s'il y a un truc qui va pas, on va y aller. Hein. Les trucs qui vont pas, la dalle anti-reflet, elle est sympa la dalle anti-reflet, bon, on n'atteint pas les valeurs que peuvent avoir Samsung, notamment, et notamment un modèle chez TCL qui est le Next, qui a une excellente dalle anti-reflet aussi. Donc la dalle anti-reflet est encore faillible, mais attention, elle est faillible, mais elle est bonne. Ne croyez pas que vous allez voir tout, là j'ai combien de trucs, j'ai 2 rampes de lumière devant, ça travaille quand même pas mal, mais la dalle anti-reflet, vous allez vous voir dedans, vous allez voir des éclairages dedans, vous allez voir une partie de la baie vitrée parce que c'est pas en effet une dalle de type Samsung S95F, tout simplement. Globalement, je me suis pris une tarte dans la gueule. Vous l'entendez, j'aime beaucoup le produit, j'aime le traitement vidéo, j'adore ça, je trouve ça vraiment cool, mais les trucs qui m'ennuient, c'est notamment de voir que Sony d'une génération à l'autre, donc A95L et celui-ci, donc le Bravia 8 Mark II, il n'y a pas un fossé. C'est-à-dire que si vous avez un A95L, bah gardez-le. La colorimétrie est fabuleuse, parce que c'est l'avantage du QD OLED, c'est que la colorimétrie est fabuleuse. La luminosité, vous en met pas trop plein la tête, et vous êtes dans un truc qui reste acceptable sans que vous soyez comme ça. Et la netteté est incroyable, le traitement vidéo est incroyable, la profondeur de l'image, le rendu du noir, l'uniformité de l'image, ça arrache. J'arrête là, je dis 15, j'arrête là. Si, on va continuer, tiens, on va continuer avec un truc, l'audio. L'audio, c'est donc le test du 65 pouces, hein. Donc le système 65 pouces dessus, et ben c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout parce qu'en plus le produit fonctionne bien en stéréo, c'est-à-dire que même avec de la musique, si c'est pas un truc boum boum qui tabasse trop et derrière ils peuvent pas, les haut-parleurs, enfin les retours haptiques, globalement le son est très très bon, il y a des très bons effets de dispersion parce que le son il sort d'ici, il sort directement de l'avant, c'est la dalle qui se met à vibrer, donc vous avez une présence et dialogue dingue, vous pouvez avoir du beau volume, ça commence à saturer hein, si vous poussez un peu trop, donc je dis pièce comme toujours 25-30 mètres carrés, vous n'allez pas avoir avec un retour haptique comme ça, sonorisé 50 mètres carrés, hein. Mettez une barre de son dans ce cas-là, c'est pour ça que lui il est haut, hein, c'est pour la prendre derrière. Hein. Mais globalement, la présence des voix, les dialogues, comme ça sort de là, c'est ouf. Parce que les haut-parleurs ne sont pas sur les côtés, ils ne sont pas derrière, c'est ça le haut-parleur, c'est la dalle. Donc quand vous avez quelqu'un qui parle, ça sort directement de l'écran. Et ça change tout, le dialogue est super présent. Et ça, c'est l'avantage de l'Acoustic Surface. J'ai jamais compris que d'autres marques ne veuillent pas le faire parce que c'est LG qui a créé ça. Hein. C'est LG qui m'a proposé les premiers protos, je crois, il y a 7-8 ans, d'Acoustic Surface. Sony le fait. Des marques professionnelles le font aussi, mais j'ai pas vu beaucoup de marques se mettre dedans. C'est-à-dire qu'il y a une puissance limitée quand même quelque part. Ça veut pas péter de partout parce que c'est une dalle qui vibre. On n'a pas un coffre comme ça à l'intérieur du téléviseur pour balancer des subwoofers. Mais dans tous les cas, l'avantage de l'Acoustic Surface, c'est vraiment la présence des dialogues. Les effets également, moi j'ai trouvé ça très diffus. La musique, c'est pas non plus des super effets d'élévation. Hein. Vous n'avez pas un système 5 points ou 7 points. Hein. C'est de la virtualisation. Si vous voulez vraiment des effets Dolby Atmos ou DTS-X de très haute volée, il ne faut pas prendre un téléviseur et son équipement entre guillemets. Il faut prendre un vrai système d'enceinte ou bien avoir une barre de son plus enceinte ou bien des grosses barres de son comme les Ambeo Max de Sennheiser ou des gros trucs comme ça, les Samsung 995 machin truc. Là, vous avez des gros trucs. Ça reste un téléviseur, mais pour un téléviseur, je trouve que ça arrache pas mal. C'est vraiment c'est un produit qui se tient bien, je veux dire, qui est cohérent, qui se tient bien, qui coûte cher, ouais, parce que c'est le prix de l'OLED qu'on n'arrive pas à faire baisser, et qui plus est le QD OLED, quoi. Le QD OLED, c'est le haut de gamme de l'OLED, haut de gamme entre guillemets, sachant que maintenant il y a le tandem RVB de LG qui est une véritable merveille. Donc voilà. Un téléviseur de plus, une réussite de plus sur ce produit qui va vraiment pile poil dans la lignée du A95L. Rien que moi, je suis sorti du test du très lumineux TCL C8K et quand j'ai mis celui-ci derrière, je dis
mais pas très lumineux, parce que j'avais le C8K encore en tête, qui était très lumineux. Et quand j'ai mis celui-ci, je me suis dit, bah tiens, il est plus modéré, il est plus... Alors c'est une question de vraiment de paroisse, hein. Soit vous aimez que ça y aille, soit vous aimez que ce soit quelque chose d'un peu plus modéré. Attention, il est très lumineux, hein. Faut savoir que l'OLED, il y a 3 ans, c'était 800 candela, hein. On ne se rend pas compte de l'évolution. Il est très lumineux, mais il n'est pas aussi lumineux qu'un G5 par exemple, ou qu'un S95F, pas du tout. Et je pense que c'est parfaitement volontaire de la part de Sony de gérer ça de façon cinéma. J'adore aussi les modèles mini LED récents que j'ai testés, c'est pas là le truc, mais on peut pas demander à un mini LED d'avoir encore le rendu du noir de ces bestioles-là. Surtout avec le QD-OLED qui rajoute derrière donc une colorimétrie de ouf. Quand on mélange l'OLED avec les Quantum Dots, donc le QD-OLED, on a des résultats de folie en colorimétrie. Idem avec le tandem RVB de LG qui casse la baraque, parce que même chose, on travaille la colorimétrie différemment. Donc ce sont des produits d'exception. Et là, on a affaire à un produit d'exception qui est dingue, quoi, qui est dingue. Vous allez voir les plus et les moins, il y a quand même beaucoup de moins hein, aussi, il ne faut pas croire. Maintenant, on va aller voir Sylvain. Salut Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va et toi? C'est hello à ton fan club. Salut. C'est un grand moment, un QD OLED, Sony, annoncé quand on était au Japon. Oui. C'est du délire. Alors justement, je vais... Non, je sais. Je sais, il faut pas... Non mais en plus c'est vrai que je ne sais pas. C'est-à-dire que je m'amuse de ça, mais parce que je tiens à garder la surprise comme si c'était vous. Alors Sylvain, dis-moi ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé, calmez-vous. Non, tout va bien, tout va bien. Les mesures, on y va, on attaque les chiffres et tout. On attaque les chiffres. C'est parti. Allez, dis-moi. Dalle QD OLED de Samsung. Oui, on peut le dire. Oh, je l'ai dit, mince. La dalle QD OLED de Samsung. Voilà. Alors, ce fameux téléviseur Sony Bravia Mark II, ou 2, hein, tout simplement, propose un pic de luminosité de 1680 candela par mètre carré. C'est pas... je m'attendais à ce que ça pète un peu plus les scores. Hein. Non, là, c'est le mode professionnel. Alors, c'est une progression par rapport à l'année dernière, puisque ce modèle succède au Sony A95L, qui a été mesuré à 1302 candela par mètre carré, donc une progression de 29%. C'est bien. C'est vachement bien. On avait annoncé 25%. Enfin, plus ou moins, on avait vu sur des graphiques 125%, mais ça correspond à 25% dans la réalité. Mais bon, finalement, c'est un peu moins que le Samsung, le S95F, qui a été mesuré à 2260 candela par mètre carré. C'est là où je tiltais, Sylvain, parce que c'est la même dalle, normalement. Normalement. Je rappelle le record de luminosité en OLED pour l'instant, le G5 de LG, à 2412 candela par mètre carré. Bon, on continue? On y va, allez, on y va, on y croit. Mode standard SDR, mode professionnel, un delta E à 2,82. Donc c'est pas mal, c'est en dessous du 3, sachant que 3 c'est la référence, le seuil en dessous de lequel l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Voilà. C'est bien, il y a des petites optimisations éventuellement à faire, mais c'est pas mal. Maintenant, on s'occupe de la température des couleurs. La température des couleurs moyenne a été mesurée à 6749 Kelvin. Donc c'est pas mal. Vous voyez sur le graphique, il y a assez peu de dérives colorimétriques sur le rouge, le vert et le bleu. C'est assez proche des 6500 Kelvin attendus. Voilà. Le gamma moyen a été mesuré à 2,34, 2,38 même. On pousse. Regardez le graphique, 2,38. Ouais, c'est ça, 2,38, je confirme. Donc c'est pas mal. C'est bien suivi jusqu'à 80% sur l'échelle de gris. Par contre, à la fin, il y a une petite cassure quand même. Voilà. Donc c'est plus lumineux que ce que ça devrait être. En haut, s'il vous plaît. Le contraste. Ah bah, c'est du QD OLED, donc voilà, il est super, le contraste il est infini, il n'est pas mesurable. Non. Maintenant on passe aux mesures en mode HDR, toujours en mode professionnel qui permet d'obtenir le meilleur rendu type cinéma. Mode professionnel, j'ai pu obtenir un delta moyen de 1,8. Donc c'est très bon, c'est encore nettement inférieur au 3. Je rappelle le pic de luminosité dans cette mode qui est de 1680 candela par mètre carré. Voilà. Sachant que le delta E, le petit record, c'est le G5 cette année. Oui. Je rappelle la mesure, 0,51. Il avait plein de records celui-ci. Le G5 avait plein de records. C'était à la queue du record. Ouais. Je reviens sur le pic de luminosité, maintenant en plein écran, puisque jusqu'à présent c'était sur 10% de la surface de l'écran. En plein écran sur ce Sony Bravia 8 II, on est à 266 candela par mètre carré contre 251 pour la série précédente, le A95L. C'est pas non plus... non, ça reste dans les cordes, ils n'ont pas poussé. Alors, on a plusieurs modes cinéma.
ou typé cinéma, tu en as parlé certainement. Oui. Le mode cinéma, qui est appelé de ce nom précisément, un delta E à 1,89. Donc Très bon. Très bon, Très inférieur à 3. Dans ce cas-là, le pic de luminosité a été mesuré à 1656 candela par mètre carré, donc c'est excellent aussi pour sa petite dalle, on va dire. Ta petite dalle QD OLED. Ça reste dans les clous. Le mode IMAX, un delta E moyen 1,91, donc c'est très bon également, et un pic de luminosité à 1660 candela par mètre carré. Ça reste dans les cordes, mais sans effort, tu vois. Ça reste, ça ronronne gentiment. Ça pousse pas véritablement. Alors après, il y a la luminosité suffisante. Oui, mais c'est un, voilà. C'est un choix de Sony, des ingénieurs de Sony qui ont choisi peut-être de récupérer cette dalle, mais peut-être de la tempérer, de dire voilà, on va pas... De la modérer. Voilà, il donne un oui. résultat classique, il ne pousse pas sur les paramètres. Non. Alors maintenant, on passe à la couverture des espaces colorimétriques. Le REC 709, bien nommé, est plafonné à 98,60%. C'est très bon. Le DCP3, l'espace colorimétrique, 99,97%. Je rappelle ces petits copains, le S95F, 99,90%. Le G5 de chez LG, 99,9%. Ce sont des monstres quand même, sont des monstres. Dans les hautes sphères. Ils sont des monstres. Et enfin, le dernier espace colorimétrique, le BT2020, a été mesuré à 88%, donc ce qui est excellentissime pour une dalle QD OLED. Le Samsung S95F avait été mesuré à 88,5%. Ça, c'est le QD OLED. Voilà, exactement. On passe maintenant à la partie gaming. Tu en as parlé, yes. Les avantages, les inconvénients, le nombre de prises HDMI 2.1, la fréquence de rafraîchissement. Tout ce qui fait plaisir. Voilà. Tout ce qui fait plaisir a été évoqué. Très bien. Content, hein. L'input lag, le fameux temps de retard à l'affichage, a été mesuré sur ce téléviseur à 16,3 millisecondes. 16,3 millisecondes. Ouais, c'est pas non plus... Non, mais c'est pas un foudre de guerre, quoi. Non, c'est pas un foudre de guerre. Le record, actuellement, c'est le Panasonic. En attendant le Z95B, pour l'instant, c'est le Panasonic Z95A, qui a été mesuré à 8,9 millisecondes. Quand on appuie, on a une latence minime, hein, il faut l'avoir, mais nous, on analyse des chiffres. C'est ça, ça correspond, 16 millisecondes, c'est une image de retard. C'est une image, donc là, une trame. Voilà, on est pas mal. Alors, tout ce qui est mesure également, 3 modes jeu, le mode standard, le mode FPS, le mode RTS. En mode standard, un pic de luminosité à 1663 candela par mètre carré. Un delta moyen 1,96, donc c'est très bon, inférieur à 3. Super pour du gaming. Impeccable, exactement. Ouais. Toujours en mode jeu. FPS maintenant, pic de luminosité à 1718 candela par mètre carré. Et un delta moyen à 4,93. Voilà, on est sur des couleurs légèrement saturées par rapport au mode FPS, auquel cas, voilà, il faut avoir des couleurs qui flatte un petit peu la rétine, on va dire. Le mode RTS toujours en jeu, un pic de luminosité à 1689 candela par mètre carré et un delta E moyen à 4. Ça vous va? Oui, ça me va très très bien, mais tu vois, encore une fois, je m'attendais à plus de choses. Tu vois, il y a des concurrents en face, mais c'est Sony, ils ont été tempérés sur ce modèle-là. Tout à fait. Voilà, ils ont été tempérés. Ouais, c'est exactement. Ils n'ont pas tempéré. Exactement. Consommation moyenne, toujours dans les mêmes conditions. Ce téléviseur de 65 pouces, consommation moyenne donc à 52 watts. Contre 76, alors le 76 watts a été mesuré sur le A95L avec un écran qui faisait 77 pouces quand même. Donc, oui, là, il faut tempérer ça aussi. Voilà, c'est sur le 65, ça correspond à une consommation plus basse. On est en baisse. Mais une luminosité plus forte, on en a parlé. La consommation maintenant en HDR, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 71 watts, donc pour ce téléviseur, contre 87 watts sur le A95L, toujours en 77 pouces. Ça ronronne pas, parce qu'il y a quand même une progression sur la luminosité, oui. Parce qu'un modèle qui ronronne, ça veut dire que ça n'évolue pas. Là, il y a quand même 29% de plus, tu m'as dit. Oui, c'est pas rien, je veux dire. Même sur le LG C5, quand on l'a testé, les gens nous ont dit qu'on n'avait pas insisté sur le fait qu'il y a quand même 20% de lumière en plus. Et on n'avait pas insisté, on a dit que mais 20% c'est beaucoup sur une gamme. C'est énorme, hein. Ouais. À l'époque quand on avait 20%, on n'y croyait pas. On sautait en l'air. Je disais que Sylvain avait branché les sondes à l'envers. Voilà, mais du coup maintenant on a 20% et on dit bon, bah oui, d'accord. On est blasé. C'est surtout que par rapport aux autres finalement et par rapport à l'autre, justement le S95F, hein, de Samsung, le Samsung. On s'attendait, voilà, moi aussi avec les mesures, à trouver quand même un gap quand même nettement plus important. Surtout que là, finalement, c'est raisonnable. C'est bon, c'est en progression, mais ça reste limité, on va dire. Voilà, mais après, ça reste un excellent produit. L'image, la fidélité des couleurs, parfaitement réglée. C'est nickel.
C'est impeccable, c'est une très belle image Sony, qualité cinéma. Sylvain, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'est génial, bon, on se retrouve à la rentrée parce que moi je ferai plus de tests pendant l'été. Hein. Toi tu vas en faire peut-être sur Android, un tout petit peu, mais moi j'en ferai plus pendant l'été. À la rentrée, et puis il y a l'IFA de Berlin, on va encore nous présenter des trucs. Ah, chouette. Merci, à bientôt. Merci, salut. Une qualité d'image bluffante, c'est bluffant. Franchement, c'est incroyable. Autant que ça m'avait impressionné d'ailleurs sur le Bravia 9, hein, le mini LED, c'est le traitement vidéo qui fait tout. Parce que la dalle, c'est une chose, il y a du QD OLED, il y a de l'OLED, il y a du mini LED, mais derrière, le traitement vidéo de Sony, mais c'est super bluffant. L'angle de vision est super large. Je sais, on regarde pas le téléviseur d'ici, mais quand même c'est important de savoir que où qu'on soit, on a exactement la même image. Il n'y a pas un truc qui dépérit les couleurs. Non, c'est la même chose. Le design est superbe, c'est sobre et ça a de la classe. Je n'ai pas vu de phénomène de postérisation ou de solarisation. Si on avait, je le verrais tout de suite là. Avec les dégradés, je verrais tout de suite qu'il y a des problèmes de solarisation sur ce type d'image. Aucun blooming, vous avez vu tout à l'heure justement de la mire Star Wars. Il n'y a aucun halo autour des points lumineux sur fond noir. Il n'y a rien du tout. C'est nickel. Le traitement vidéo est vraiment incroyable, y compris lors de l'upscale, c'est-à-dire le moment où on a des sources qui sont en qualité standard, qu'on amène en 4K. C'est très bien fait par Sony, c'est vraiment le point fort du produit. C'est qu'à le dire, le circuit réfléchit, vraiment, il est neuronal. Le rendu du noir est bluffant ainsi que son uniformité. C'est fabuleux. La dalle anti-reflet fait le boulot. Hein. Ok, on voit encore des reflets, ce n'est pas le modèle Samsung S95D ou le modèle S95F, mais globalement, elle fait le boulot. Mais on voit toujours des choses. Il faut savoir que le téléviseur se sent encore mieux quand le signal de base est HDR Dolby Vision. C'est-à-dire qu'en standard, c'est bien, mais on sent que le Sony s'éclate dès qu'il y a du HDR Dolby Vision, comme au cinéma. La section audio est convaincante et surtout elle est compatible Dolby Atmos et DTS parce que le produit est IMAX. Le menu est très clair avec explication de tous les réglages. Il y a un menu éco et un mode éco qui est quand même vachement bien fichu avec la consommation qui est affichée et tout, ça c'est bien. Contrairement à certains modèles LCD mini LED, la consommation électrique est basse, elle est correcte. Il y a beaucoup de matériaux recyclés qui ont été utilisés sur le produit et il y a 2 hauteurs de pied, dont une hauteur de 7 cm. Donc pour placer une barre de son, c'est bien. Les moins, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, il y a une liste comme ça. Et chez Sony, déjà les gens, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? J'en ai trouvé, croyez-moi. D'abord, il y a assez peu d'évolution comparé au A95L qui était déjà un excellent produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gap où on se dit, bah tiens, c'est gigantesque le fossé, comme entre le LG G4 et G5, on a changé la dalle et tout, il y a un fossé. Là, c'est la force tranquille, ce sont des pros, ils continuent sur la lancée, ça monte, mais tranquillement, et bien sûr, ce sont des produits performants. Mais il n'y a pas un gap, voilà. La gauche ou la droite? On commence. On en parle, des télécommandes. Bon là, c'est le modèle, je pense, années 80. Bon, tout simple, avec des touches partout, pas rétroéclairé. Soit. Hop, ça c'est le modèle 2025. Aucun rétroéclairage et du plastique. Et des piles. Ce sont des produits à 3000 € quand même, on a un morceau de plastique non rétroéclairé. Même l'Apple TV elle coûte 150 €, c'est un morceau de métal quoi, qu'on branche avec USB pour la recharger. Mettez quelque chose qui a de la gueule comme le produit quand même quelque part. Je veux bien que ça soit écolo, mais quand même, en plus elle n'est pas jolie quoi. Il faut avoir un meuble aussi large que le téléviseur, puisque les pieds sont au bout du téléviseur. Faites attention à ça quand vous l'achetez. Aucun pied central, donc pas de pied rotatif. Uniquement 2 ports HDMI 2.1. Il n'y a que 2 diagonales en vente. 55, 65. Alors c'est un modèle quand même cinéma, c'est un modèle qui pourrait en jeter en 75 pouces, en 17 pouces, 85, je sais pas quoi. Mais il faut faire grandir ça. Les gens attendent ce type de produit pour faire du cinéma à la maison. IMAX et tout. Et hop, non. Il n'y a pas de QMS, Quick Media Switching, c'est-à-dire qu'en effet, connecté à une Apple TV, il peut y avoir un décrochage d'images entre 30 par exemple et 50 images par seconde parce que le produit n'est pas QMS. Attention, c'est rapide, hein. Mais quand c'est QMS, tout est fluide quand ça passe par exemple en vidéo de 30 à 50 images par seconde. C'est du VRR cinéma. Et là, a priori, je ne l'ai pas vu. Je peux me gourer, mais je ne l'ai pas senti. Pour les personnes qui ont un casque audio filaire, il n'y a pas de sortie filaire audio. Le port Ethernet reste limité à 100 mégas. Il n'y a pas de balayage natif en 144 Hz ou autre. Le produit est 120 Hz. La dalle est 120 Hz sans aucun aménagement. On ne va pas plus loin que 120 Hz. À ma connaissance, il n'y a pas un double flux Bluetooth pour brancher 2 casques. Là, je ne l'ai pas trouvé. Il peut y en avoir un, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans le menu, il est nécessaire d'aller ouvrir les ports HDMI pour que le téléviseur affiche la latence la plus faible. Voilà, il faut aller dans un menu pour ouvrir les ports HDMI en gaming. La dalle anti-reflet est encore faillible.
Il n'y a pas de compatibilité avec le HDR10+ d'Amazon. L'indice de réparabilité est assez faible, à 6,7 sur 10. Wow, je vous fais carrément un final en grand large. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, je suis super trop content de faire ces tests, ok? Je finis, je suis claqué à 4 h du matin, la gueule en vrac et tout, avec des valoches sous les yeux. Je prends 10 ans à chaque vidéo, c'est pour ça que j'en peux plus. Mais j'étais très heureux de faire ce produit super attendu. C'est l'été, je vais pas faire de tests de télé, je vais faire des trucs un peu plus légers. Il y aura encore, je crois, des casques, écouteurs, et il y aura surtout 2 gros reportages. 2 gros reportages qui vont venir. Moi, je vous dis pas ce que c'est, parce que même quand on m'a dit viens, je me dis oh, c'est pas vrai. On propose de faire ça, j'étais trop heureux, et donc ça arrivera donc avant le 20 juillet, ces 2 gros reportages, donc vidéo du dimanche, hein. Ça sera tellement gigantesque, vidéo du dimanche, et j'ai hâte de vous les offrir. Il y aura encore des vidéos cet été, hein. Je vais mettre des vidéos de voyage notamment, et on reprendra le gros de l'affaire à la rentrée après le salon IFA de Berlin qui s'annonce comme toujours gigantesque. Voilà, merci beaucoup, c'est un régal, merci, à bientôt, ciao.